Statistiques de la COVID-19, données recueillies entre octobre et novembre 2021, suivies de questions qui visent à clarifier ces statistiques. Chapitre 1. Les décès. Chapitre 1.1. Le nombre de décès. Donc au Québec, on compte environ 11 500 décès sur une population de 8 600 000 habitants. Ce qui veut dire que c'est environ une personne sur 748 qui est décédée du COVID. Mais qui sont ces gens? De quoi est composée cette personne sur 748? Est-ce que ça frappe au hasard? On va regarder sur des proportions différentes. Sur 10 000 personnes, ça représente environ 14 décès. Sur une population de 100 000 personnes, ça représente 134 décès. Alors, qu'est-ce qui compose ces 134 décès? Bien, il y a 122 personnes là-dessus qui ont 70 ans et plus, et 12 personnes qui ont moins de 70 ans. Sur les 122 personnes de plus de 70 ans, il y en a 119 avec des conditions préexistantes et 3 sans conditions préexistantes. Chez les 70 ans et moins, c'est 11 personnes avec conditions préexistantes et seulement une sans conditions préexistantes. Donc, à quoi ça ressemblerait si on reportait ces statistiques-là dans des villes bien connues du Québec? Alors, on vous présente un tableau avec quelques villes pour démontrer ce que ça aurait l'air. Et finalement, si on projette ces décès-là dans une ville comme ma ville Sainte-Thérèse, ben, ça donnerait ces chiffres-là. 26 800 habitants, 847 habitants, il y aurait eu 36 décès dans les 20 derniers mois, 33 chez des personnes de 70 ans et plus, dont 32 avec des conditions préexistantes et seulement une sans conditions préexistantes, 3 personnes chez les moins de 70 ans avec conditions préexistantes et aucune sans conditions préexistantes. Maintenant, répartissez ces décès-là sur une ville comme Sainte-Thérèse, allez sur Google Maps là, et regardez dans toutes ces rues-là, toutes ces maisons-là, tous ces logements-là, ben, au total, il y aurait eu 36 décès, 35 ayant une ou plusieurs conditions préexistantes, 33 ayant plus de 70 ans sur une population de 26 847 habitants depuis février 2020. On s'est arrêté devant la Fondation Drapeau et Deschambault, c'est pas pour rien, qui accueille des personnes en perte d'autonomie à Sainte-Thérèse. On pourrait poser la question, ben, combien il y en a eu de décès juste là, sur les 36? On peut se demander, pourquoi paralyser toute une population active de travailleurs, de commerçants, d'enfants, bref, tout un système pour un virus qui fait si peu de morts et surtout qui touche vraiment principalement des gens âgés, malades et qui sont à la retraite. Dans le dernier calcul, on a regardé les décès totaux de l'ensemble du Québec et nous les avons reportés dans des proportions comparatives pour mieux visualiser le rapport entre les décès et la population, mais il faut savoir que la COVID n'a pas affecté toutes les régions de la même façon. Chapitre 1.2. Décès par région socio-sanitaire. Donc au Québec, il y a 18 régions socio-sanitaires. Et on va commencer par Montréal avec 0,23% de décès par population, Laval avec 0,21% et Mauricie, centre du Québec avec 0,21% de décès par population. Sinon, il y a Lanaudière, Capitale-Nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie et Montérégie qui se trouvent en bas de 0,15% de décès par population. Et finalement, Abitibi-Témiscamingue, Outaouais, Laurentides, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches qui se trouvent en bas de 0,09% de décès par population. Finalement, Nunavik, Nord du Québec, Terre-Cree et Côte-Nord, on n'a aucun décès ou du moins aucune statistique sur le sujet. Donc, on va regarder en premier Montréal avec son 0,23%. Qu'est-ce que ça représente, 0,23% de la population? Bien, une population de 2 069 846 personnes. Il y a eu 4 753 décès, c'est une personne sur 435. Pour mieux comprendre ces chiffres-là, comparons-les à une famille. Donc, une famille où vous avez évidemment vos 2 couples de grands-parents qui ont donné naissance à vos parents, qui ont donné naissance à, évidemment, vous et votre frère ou sœur. Bien sûr, vous avez des oncles et des tantes qui ont fait exactement la même chose, ce qui a donné vos cousins. Et tout ce beau monde-là, on a trouvé des partenaires avec qui, évidemment, on a eu des enfants, donc 2 par couple. Alors, si on cumule toute cette famille-là, c'est 34 personnes, mais évidemment, votre conjoint, lui aussi, a une famille similaire de son côté, donc ça donnerait environ 66 personnes totales. Bien sûr, ça se peut que vous soyez divorcés ou séparés les deux, donc si vous avez retrouvé quelqu'un d'autre, bien, vous avez à ce moment-là une famille composée de 134 personnes. Ajoutons à ça un contexte similaire pour un ou une de vos amis. On arrive à 8 familles, 270 personnes. Et pour le bien de l'exercice, allons jusqu'à 12 familles, 408 personnes. Ben là-dedans, si vous habitez à Montréal, il y aurait eu un décès. Exemple, votre grand-père qui a 2 conditions préexistantes et qui est en fin de vie. On pourrait se poser la question, est-ce beaucoup? Donc, continuons maintenant avec Capitale-Nationale, qui a eu 0,15% de décès, donc sur une population de 750 000 personnes. Il y a eu 1128 décès, c'est une personne sur 671 qui est décédée du COVID.
Dans les Laurentides, c'est un pourcentage de 0,08% des gens qui sont morts, donc 631 592 de population. 526 décès, c'est une personne sur 1201 qui sont décédés du COVID. Finalement, à Abitibi-Témiscamingue, on parle de 0,01% de décès, donc sur une population de 147 897, c'est 11 décès, donc c'est une personne sur 13 445 qui est décédée du COVID. Si on regarde ça d'un peu plus près, c'est 11 décès en plus avec 2 ou plus conditions préexistantes. Donc, on serait en droit de se demander pourquoi. Pourquoi imposer un passeport vaccinal en Abitibi-Témiscamingue, demander aux enfants de se faire vacciner quand il y a eu juste 11 décès, et pourquoi contraindre toute une population à des mesures d'urgence quand il y a eu 11 décès en 20 mois, décès qui étaient en fait chez des gens avec 2 conditions préexistantes. Les questions globales même qu'on peut se demander, c'est pourquoi demander la vaccination des enfants de moins de 12 ans et pourquoi appliquer des mesures de façon unilatérale à la grandeur du Québec quand les statistiques démontrent que 93,5% des décès sont chez des gens avec 2 conditions préexistantes et plus, 91% des décès sont chez des gens de 70 ans et plus, donc c'est la population à la retraite, et finalement les secteurs où il y a le plus de décès sont les grands centres et clairement pas les régions. Donc, pourquoi appliquer des mesures de façon unilatérale dans le Québec au complet? Comme si la maladie causait des décès au hasard quand les statistiques démontrent que ce n'est clairement pas le cas. Chapitre 1.3 Décès dans le temps. Les décès sont classés en 4 catégories: ressources intermédiaires, domicile inconnu, résidence pour aînés et CHSLD et centre hospitalier. On va regarder 3 périodes en particulier, celle de l'année passée jusqu'à août 2020, ensuite de septembre 2020 jusqu'à mars 2021, et ensuite de mars 2021 jusqu'à aujourd'hui. Si on regarde la semaine du 15 mars 2020 jusqu'au 19 juillet 2020, on remarque que le maximum de décès par semaine s'élevait à 900 décès. On voit ici qu'il y a très peu de gens dans les RI, très peu aussi dans les domiciles et inconnus, un petit peu plus dans les résidences pour aînés, mais la grande majeure partie se situe dans les CHSLD et les centres hospitaliers. À partir de la semaine du 20 septembre 2020 jusqu'au 21 mars 2021, on voit que les décès ne dépassent pas 375 décès par semaine. Encore une fois, très peu dans les RI. Et là, ça se balance de façon à peu près égale entre domicile inconnu, résidence pour aînés et CHSLD et CH. Semaine du 21 mars 2021 au 21 novembre 2021, on voit ici que les décès ne dépassent plus les 75 décès par semaine. Et là, on a presque plus de décès dans les ressources intermédiaires. Par contre, beaucoup dans les domiciles et inconnus. Presque plus non plus dans les résidences pour aînés et les CHSLD et centres hospitaliers aussi, c'est très diminué. Donc, la plupart des décès sont domicile et inconnus, mais la question se pose, qu'est-ce que inconnu veut dire? Donc, on remarque que les décès sont en diminution constante jusqu'en juin 2021, et ensuite de ça, les décès se situent en dessous des 30 décès par semaine dans tout le Québec. On va regarder maintenant comment la COVID a affecté les décès de façon générale. Donc, voici les décès par semaine selon le groupe d'âge. Pour 2010 à 2021, on voit que la ligne bleue, c'est 2020. Donc, en effet, il y a un pic de décès beaucoup plus grand au début d'avril à mai et un petit peu à la fin, donc comparé aux autres années. Par contre, si on regarde 2021, c'est tout à fait dans la moyenne. Si on compare à 2018, c'est pratiquement la même chose. Et si on compare à 2019, encore une fois, on est tout à fait dans les moyennes. Regardons maintenant comment se répartissent ces décès-là par groupe d'âge. Donc, chez les 70 ans et plus, on voit un pic en 2020 d'avril à mai et à la fin de l'année. Chez les 50 à 69 ans, une petite différence en avril 2020. Et finalement, chez les 0 à 49 ans, c'est tout à fait dans les moyennes. Il n'y a absolument aucune différence comparativement aux autres années. Donc, il serait intéressant de se poser quelques questions. Premièrement, d'où proviennent les décès inconnus? Deuxièmement, peut-on clairement relier les décès dans les CHSLD et CH de avril à mai 2020 à la COVID ou aux mesures qui ont été prises? Sinon, pourquoi maintenir l'état d'urgence quand la COVID n'a plus d'impact significatif sur les décès en 2021 au Québec? Et finalement, pourquoi imposer la vaccination chez les moins de 50 ans qui ne subissent pratiquement aucun décès? Chapitre 2. Hospitalisation. Chapitre 2.1. Nouvelles hospitalisations. Du 24 février 2020
au 24 novembre 2021, il y a eu 20 422 nouvelles hospitalisations du COVID hors soins intensifs. Le point culminant est à 141 nouvelles hospitalisations le 21 avril 2020. Tandis que pour les soins intensifs, il y a eu 5 220 nouvelles hospitalisations du COVID au total, le point culminant étant à 31 hospitalisations le 9 avril 2020. Si on regarde ici le graphique des hospitalisations, on voit en orange les hors soins intensifs et en rouge les soins intensifs, le maximum de nouvelles hospitalisations par jour étant à 160. La moyenne des nouvelles hospitalisations hors soins intensifs se situe à 32 par jour, tandis que la moyenne des nouvelles hospitalisations aux soins intensifs se situe à 8 par jour. Au Québec, il y a 113 centres hospitaliers, selon indexsanté.ca. Donc, si on répartit ces nouvelles admissions-là sur les 113 centres hospitaliers, ça donne 1 aux 4 jours dans chaque hôpital pour les soins hors intensifs et 1 aux 14 jours dans chaque hôpital pour les soins intensifs. Donc, ça, c'est les nouvelles admissions réparties sur les 113 centres hospitaliers au Québec. Au point culminant des nouvelles hospitalisations, si on les répartit sur les 113 centres hospitaliers, ça donne 1 par jour dans chaque hôpital pour les hors soins intensifs et 1 aux 4 jours dans chaque hôpital pour les soins intensifs. Regardons maintenant le rapport annuel de 2018-2019 du ministère de la Santé et des Services sociaux qui fait un résumé de l'organisation en bref. Mais nous allons focuser sur un détail plus particulièrement, c'est-à-dire les visites à l'urgence et les hospitalisations dans une année. Donc, on peut voir qu'il y a environ 3,8 millions de visites à l'urgence dans le système de santé, et cette année-là, de 2018 à 2019, 834 697 hospitalisations ont eu lieu. Si on rapporte ça par mois, c'est environ 69 500 hospitalisations par mois. Ce qui voudrait dire que sur une période de 21 mois, ça équivaut environ à 1 459 500 hospitalisations. Dans le cas du COVID, il y a eu 25 642 nouvelles hospitalisations dues à la COVID. Ceci représente soins intensifs et hors soins intensifs cumulés. Et cela était sur une période de 21 mois. Si on reporte les hospitalisations de la COVID sur la moyenne des hospitalisations d'une période de 21 mois, celle de la COVID représenterait 1,76% du total. Donc, on est en mesure de se demander en quoi les nouveaux cas de COVID représentent-ils une surcharge pour le système de santé québécois? Aussi, une autre question intéressante, sachant que la COVID-19 est extrêmement contagieuse, on l'a dit dès le début de la pandémie, alors pourquoi avoir admis les patients dans le même environnement que d'autres malades, dans les mêmes hôpitaux? Pourquoi ne pas avoir créé, par exemple, des centres extérieurs d'urgence de traitement de la COVID, donc des centres de quarantaine où on aurait isolé les patients de la COVID? Et je donne un exemple, peut-être que je me trompe, mais il y a plein d'églises au Québec. Il y a des milliers d'églises au Québec. Est-ce qu'on n'aurait pas pu en réquisitionner quelques-unes et les transformer en centres de traitement de la COVID d'urgence? Chapitre 2.2, hospitalisation cumulée. Donc, du 24 février 2020 au 24 novembre 2021, hors soins intensifs, on a eu un maximum de 1672 hospitalisations en même temps. Sinon, depuis le début de la crise, la moyenne d'occupation des hôpitaux est de 433 hospitalisations par jour. Et ce, en dehors des soins intensifs. Si on reporte le maximum d'hospitalisations hors soins intensifs et qu'on le divise par le nombre d'hôpitaux, ça revient à 15 hospitalisations hors soins intensifs par hôpital. Et si on prend la moyenne des 21 derniers mois, ça revient à 4 hospitalisations hors soins intensifs par jour par hôpital. Maintenant, si on regarde aux soins intensifs, eh bien, le maximum d'hospitalisation qu'il y a eu en même temps aux soins intensifs est de 231 et la moyenne d'hospitalisation aux soins intensifs par jour sur les 21 derniers mois est de 89. Encore une fois, si on divise ça par le nombre d'hôpitaux, on voit qu'au pire de la crise, ça donne 2 hospitalisations aux soins intensifs par hôpital et que la moyenne d'hospitalisation aux soins intensifs par jour des 21 derniers mois est de 0,7 par hôpital. Actuellement, dans le dernier mois de novembre, on a retrouvé 183 hospitalisations hors soins intensifs en même temps au maximum et la moyenne d'hospitalisation hors soins intensifs par jour est de 166. Si on reporte ça par hôpital, ça veut dire 1,6 par hôpital sur le maximum d'hospitalisation et 1,5 pour la moyenne d'hospitalisation hors soins intensifs par jour par hôpital. Si on fait la même chose avec les soins intensifs,
bien, le maximum d'hospitalisation aux soins intensifs est de 71 cas et la moyenne pour le mois de novembre est de 49 hospitalisations aux soins intensifs par jour. Si on divise ça par le nombre d'hôpitaux, c'est 0,6 pour le maximum d'hospitalisation et 0,4 pour la moyenne aux soins intensifs par jour par hôpital. Alors, avec un total actuel d'environ 200 hospitalisations réparties sur 113 hôpitaux, en quoi les hospitalisations sont toujours un facteur dans la pandémie? Chapitre 2.3 Hospitalisation et décès. Donc, pour la même période du 24 février 2020 au 24 novembre 2021, il y a eu des admissions de nouvelles hospitalisations aux soins intensifs pour la COVID qui s'élèvent au nombre de 5220. Et le total de décès dans toute la province s'élève à 11 522 décès. Sur les 11 522 décès, on répertorie les décès en 4 catégories. La première, RI et autres, qui totalise 579. La deuxième, domicile et inconnu, qui totalise 2781. La troisième, RPA, qui totalise 2412. Et finalement, la catégorie CHSLD et CH, qui sont regroupés ensemble pour un total de 5750 décès. Supposons un instant que tous les patients qui ont été admis aux soins intensifs dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers, sont décédés. Donc, ça voudrait dire que les 5220 personnes admises aux soins intensifs sont décédées. Bien, si on les rapporte sur tous les décès, il reste qu'il y a 6302 décès qui n'ont pas eu lieu aux soins intensifs dans les centres hospitaliers. En réalité, selon certaines sources dans le domaine de la santé, la moyenne se situerait à environ 25% des admissions aux soins intensifs qui ont résulté en des décès. Donc, si on diminue cette proportion à 25%, cela donne 1587 décès aux soins intensifs de la COVID. Si on déduit ce nouveau nombre au total des décès, il reste 9935 décès qui ne proviennent pas des soins intensifs. Au bas mot, on estime donc que 6 000 à 10 000 décès ne proviennent pas de nouveaux cas aux soins intensifs. Doit-on conclure donc que la grande majorité des décès ont eu lieu chez des patients qui étaient déjà dans le système de santé? Il serait intéressant aussi que les statistiques sur l'INSPQ soient un peu mieux déclinées. Par exemple, on pourrait séparer les décès dans les centres hospitaliers des décès dans les CHSLD, et ainsi que séparer ceux dans les domiciles et ceux inconnus. Chapitre 3 Dommages collatéraux. Chapitre 3.1 Vaccins. Manifestations cliniques inhabituelles. Jusqu'à aujourd'hui, au Québec, on a recensé 10 816 MCI. Elles se séparent en différentes catégories. La première, réaction locale au site d'injection, au nombre de 2211. La deuxième, manifestation neurologique, au nombre de 1451. Les réactions allergiques se situent à 1719, les manifestations systémiques à 1290, les autres MCI à 3684 et les MCI sous investigation 461. Prenons ces chiffres pour faire une comparaison entre les MCI de la vaccination et les décès du COVID. Donc, si on regarde sur toute la population, les statistiques révèlent que les MCI de vaccination équivalent à 80,4 MCI par 100 000 vaccins. Ce qui veut dire en gros qu'à chaque dose de vaccin que vous recevez, vous avez 0,08% de chance d'avoir un MCI. Pour ce qui est des décès du COVID, si on exclut les conditions préexistantes, votre âge et de quelle région vous venez, c'est 133,7 décès par 100 000. Pour les moins de 70 ans, on parle plutôt de 12,8 décès sur 100 000. Chez les moins de 50 ans, c'est 1,1 décès sur 100 000. Chez les moins de 30 ans, c'est 0,12 décès sur 100 000. Et finalement, chez les moins de 10 ans, il n'y a aucun décès. Évidemment, nous ne tenons pas en compte les effets long terme de la vaccination, ni les problèmes qui pourraient survenir après une grossesse, puisqu'il n'y a pas encore assez de statistiques à ce sujet. Il en est de même pour le COVID long, sur lequel nous n'avons trouvé aucune statistique. Il est d'ailleurs intéressant de constater sur le site du gouvernement que, selon les étapes de fabrication d'un vaccin, l'étude de phase 1, 2 et 3 devrait combiner environ une dizaine d'années. Donc, évidemment, il serait intéressant d'avoir plus de détails sur la catégorie des MCI qu'on a appelée « Autres », qui cumule 3684 cas. On est en droit aussi de se demander quels sont les effets adverses du vaccin sur le long terme et comment on va réussir à les associer au vaccin lui-même. De plus, il serait intéressant de savoir quelles études ont été faites sur les vaccins au Québec dans notre système de santé qui ne proviennent pas de firmes extérieures. Et évidemment, on est en mesure de se demander si les risques du vaccin sont vraiment
inférieurs à ceux du COVID chez les jeunes. Chapitre 3.2 Dommages économiques. À elle seule, la PCU au Canada en date du 4 octobre 2020, après 8 mois, totalisait 74 milliards de dollars de dépenses. Quels autres frais sinon ont été dépensés par le gouvernement canadien et celui du Québec? Il serait intéressant d'avoir plus de chiffres à ce sujet. Sur la page du gouvernement du Canada, on peut trouver aussi plusieurs détails sur l'achat des vaccins contre la COVID-19. Premièrement, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus de 9 milliards de dollars pour l'achat de vaccins et de traitements et pour fournir un soutien international. La majeure partie de ce montant a été affectée aux 409 millions de doses de vaccins et de candidats vaccins qui ont été obtenus pour l'ensemble de la population canadienne, population qui équivaut environ à 38 millions d'individus. Le Canada a aussi réservé des vaccins contre la COVID-19 auprès de Pfizer et Moderna pour 2022 et 2023 avec des options de prolongation jusqu'en 2024. Il est difficile de savoir combien d'argent a été investi et dépensé pour combattre la pandémie de la COVID. Mais si on regarde la dette publique consolidée du Canada en pourcentage du PIB, on peut voir que l'année 2020 dépasse tous les records des 60 dernières années. Malgré tout ça, il est encore trop tôt pour évaluer les dommages économiques à long terme et il est difficile d'avoir des chiffres précis sur les dépenses encourues. Toujours est-il, on est en droit de se demander quels frais ont été encourus au Québec. Comment cela se reflète-t-il sur la santé de l'économie de la province et du pays? Pourquoi avoir déjà des ententes avec les compagnies pharmaceutiques jusqu'en 2024? Et finalement, pourquoi avoir réservé 409 millions de doses pour une population de 38 millions d'individus, ce qui représente environ 10 doses par personne? Chapitre 3.3 Dommages psychologiques. Selon la presse, de septembre à décembre 2020, 21% des adultes de 18 ans et plus ont reçu un dépistage positif, soit de dépression majeure, de troubles d'anxiété généralisée ou de troubles de stress post-traumatique. Encore une fois, lorsqu'on investigue un peu plus, il est très difficile de trouver des statistiques. Il est difficile de trouver des chiffres, par exemple, sur l'augmentation des cas de suicide, de dépression et de maladies mentales. On se rappelle aussi des personnes âgées privées de contact à l'article de la mort, mais on évalue mal les dommages que cela a représentés. De plus, on évalue mal les problèmes reliés à la perte d'emploi ou au stress économique. Finalement, on n'étudie pas beaucoup encore et on ne connaît pas vraiment les répercussions du développement psychologique des enfants en pandémie. Même s'il est encore tôt, après 21 mois de pandémie, on pourrait commencer à voir certaines études apparaître. De plus, pourquoi ne pas compter les problèmes psychologiques dans l'équation? C'est quand même un facteur déterminant dans la santé des gens. À quel point aussi mettons des efforts pour étudier le sujet de la maladie mentale et de la santé mentale dans le contexte de la pandémie? Et on sera en mesure de se demander si le traitement inhumain qu'on réserve aux mourants ou aux enfants est proportionnel au risque que cause la COVID. Chapitre 4 Autres statistiques et questions. Chapitre 4.1 Nombre de cas. Du 24 février 2020 au 24 novembre 2021, il y a eu 444 416 cas recensés connus, 231 952 chez les femmes et 212 464 chez les hommes. Regardons un tableau maintenant qui montre les nombres de cas confirmés de COVID-19 en les séparant entre hommes et femmes ainsi que par catégorie d'âge. On remarque qu'il y a sensiblement le même nombre de cas chez les hommes et les femmes, mais qu'il y a beaucoup plus de cas chez les jeunes que chez les vieux. Chez les 30 ans et moins, on parle de 174 559 cas connus, et sur cette population-là, il y a eu seulement 11 décès, ce qui veut dire que seulement 0,006% des gens qui attrapent le COVID dans cette catégorie d'âge-là décèdent du COVID. Chez les 30 à 70 ans, on parle de 217 262 cas et il y a eu 1092 décès, ce qui veut dire qu'environ 0,5% des gens qui attrapent le COVID de cette tranche d'âge-là décèdent du COVID. Chez les 70 ans et plus, on parle de beaucoup moins de cas, c'est-à-dire 40 872 cas, et par contre, il y a eu 10 452 décès dans cette tranche de population, ce qui veut dire un taux de mortalité de 25,5% pour ceux qui le contractent. Isolons maintenant le groupe des 0 à 30 ans, qui consiste en gros d'une population de 2 844 095 individus. Donc sur cette population-là, il y a eu 174 559 cas connus de COVID, ce qui veut dire que environ 6,1%
de la population des 0 à 30 ans a contracté le COVID. Évidemment, ça, c'est les chiffres qu'on connaît. Il y a sûrement des cas qu'on ne connaît pas ou des gens qui l'ont attrapé et qui ne font pas partie des statistiques. Donc, c'est 6,1% de cette tranche de population qui a été infectée par le COVID. Dans ce 6,1% qui a été infecté, ben, il y a eu 0,06% des cas infectés qui sont décédés. Finalement, sur toute la population des 0 à 30 ans, il y a 0,00038% de décès. Regardons maintenant la répartition des cas confirmés au Québec selon le groupe d'âge. On remarque que le groupe des 70 ans et plus représente seulement 9% des cas de COVID et pourtant 90,4% des décès se situent dans cette tranche d'âge. Plus de 90% des cas se retrouvent chez les moins de 70 ans qui, eux, cumulent 9,5% des décès. Et si on regarde seulement les 30 ans et moins qui représentent quand même proche de 40% des cas, on a seulement 0,1% des décès totaux. Donc, on observe très peu de cas chez les 70 ans et plus, mais beaucoup de décès. La grande majorité des cas recensés sont dans la population de moins de 70 ans où on compte peu de décès et on constate finalement qu'encore une fois, ça ne représente aucun risque pour les moins de 30 ans, alors pourquoi faire vacciner les enfants? Une autre question à se poser, c'est qu'est-ce qui représente un véritable danger? Quels facteurs considérons-nous comme une véritable menace? Donc, je crois qu'on peut dire que des décès, oui, c'est un danger. Je crois qu'on peut dire aussi que la COVID longue est une forme de danger, mais encore là, la COVID longue n'est pas clairement définie. Finalement, on essaie de dire souvent que le nombre de cas est un danger. Mais en réalité, le nombre de cas, s'il n'y a pas d'autres conséquences que des cas, n'est pas réellement un danger. Est-ce qu'on veut vraiment considérer les cas comme une menace ou un poids dans la balance quand il s'agit de décider si une pandémie est dangereuse ou pas? Et si on doit appliquer des mesures d'urgence extrêmes? Chapitre 4.2 Décret et définition de la pandémie. Au Québec, le décret ministériel d'état d'urgence sanitaire a été déclaré le 13 mars 2020. Cette déclaration d'urgence sanitaire est basée sur la déclaration de la pandémie de COVID-19 du 11 mars 2020 de l'OMS. Sur le site du gouvernement du Québec, on peut remarquer que le décret a été renouvelé plusieurs fois, mais il base sa prémisse sur la phrase suivante, et je cite « Attendu que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020, ce qui laisse entendre que tous les décrets ministériels sont basés sur la déclaration de l'OMS. Donc, d'un point de vue légal et gouvernemental, est-il possible de déclarer la fin de la pandémie sans une déclaration officielle de l'OMS? Sinon, quelle est la définition même de pandémie? Comment savoir les paramètres qui définissent si elle est terminée? Doit-on s'adresser à l'OMS ou est-ce que le Québec a défini ce paramètre lui-même? Et en effet, quels sont-ils? Il serait important de répondre à ces questions pour avoir une meilleure idée des termes qui vont mettre fin à cette pandémie. Il serait temps d'avoir des réponses du gouvernement. Monsieur Legault, Monsieur Dubé, des réponses? Sinon, il serait temps que les journalistes d'enquête fassent leur travail et nous informent. En terminant, voici les sources. Merci de l'écoute.